La pire manière de faire de la préparation physique, c'est de dire on va faire exactement comme ils font dans le sport. Maintenant, fais-leur faire leur sport et développe un athlète à côté qui soit complet pour venir compléter ce sport, pour pouvoir performer dans le sport. Hein? En tant que préparateur physique, on veut créer des généralistes qui vont ensuite pouvoir se spécialiser pour devenir bons dans leur sport. On ne veut pas continuer à rendre les spécialistes de plus en plus déficients dans tout ce dont ils ont besoin pour être de bons athlètes et pour avoir une bonne longévité dans leur sport. Dans cette vidéo, tu apprendras les différents types de fibres musculaires, comment ces dernières influencent ton profil individuel et pourquoi tout le monde n'a pas le même potentiel quand on parle de sport d'endurance, de puissance ou de sport collectif. Et si tu veux pousser ton développement sportif un petit peu plus loin, je t'ai préparé 2 formations gratuites que je te mets en lien dans cette description. Oui, on peut séparer les fibres musculaires avec d'autres catégories, mais pour faire simple, on va utiliser ces 2 catégories pour notamment comprendre 2, 3 caractéristiques importantes. Quelle est la différence de production de force entre une fibre dite lente et une fibre dite rapide? D'après ce que j'ai pu trouver, tu me corriges si je dis des bêtises, la fibre rapide et la fibre lente, au niveau de la force qu'elles produisent, elles ont la même force. Par contre, ce n'est pas la même vitesse de contraction. Et donc ça influe directement la puissance en fonction de la vitesse de raccourcissement. Donc on a une différence significative au niveau de la puissance générée par les fibres rapides par rapport aux fibres lentes, mais en termes de force produite, c'est pareil. On a des caractéristiques de fatigabilité qui sont importantes à comprendre. Si, donc là, on a le pourcentage de la force de contraction initiale. Donc même après 60 minutes de répétition de contraction sur des fibres lentes, on garde une grande majorité de cette capacité de contraction. Par contre, les fibres rapides, assez rapidement, il n'y a plus personne. D'accord? Donc on a cette fatigabilité, cette propriété de fatigabilité qui est très très différente entre les deux. 2, 3 caractéristiques assez simples. Les fibres lentes, plutôt tracteur. Fibres rapides, plutôt dragster. Ok? Le coût énergétique est beaucoup plus élevé pour les fibres rapides. Pour recruter et faire fonctionner les fibres rapides, ça coûte beaucoup plus d'énergie que pour des fibres lentes. Elles sont beaucoup plus économes, notamment de par... Pourquoi elles sont rouges par rapport aux fibres blanches? Le sang, oui, mais de ce que je comprends, c'est principalement dû à la teneur en myoglobine, qui est l'hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang, la myoglobine transporte et stocke l'oxygène dans la fibre, et c'est cette molécule-là qui donne la propriété rouge aux fibres lentes. Ok. Et donc, oui, on a en gros une meilleure capacité à transporter et utiliser l'oxygène dans ces fibres lentes. Ce qui est une des raisons, en tout cas d'après ce que je comprends, qui les rend plus économes par rapport aux fibres rapides. Densité mitochondriale beaucoup plus élevée dans les fibres lentes. On se rappelle, hein, la mitochondrie, c'est le seul endroit dans le corps où on peut utiliser l'oxygène. Sans la mitochondrie, sans le réseau de mitochondries qu'on a, l'oxygène, c'est un poison pour le corps. On ne peut pas l'utiliser sans ce descendant de bactéries avec lequel on a une relation symbiotique et qui est littéralement à la base de notre vie. Si on n'a pas de mitochondries, on ne peut pas fonctionner. Hein. C'est elles qui font que tout fonctionne. Donc, on doit prendre soin de nos mitochondries pour mieux fonctionner en tant qu'être humain. Et finalement, les réserves de glycogène, les réserves de sucre qu'on peut utiliser, on a plus de réserves de sucre dans les fibres de type 2 ou les fibres rapides par rapport aux fibres lentes. Et on n'est pas tous fait pareil. Ok? Ça va influencer cet après-midi comment on va planifier les choses selon le profil des gens et selon leurs besoins. On n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens qui ont une autre proportion de fibres de type 2, certains une autre proportion de fibres de type 1 et d'autres qui sont au milieu. Une des propriétés de l'être humain qui est très intéressante par rapport à d'autres espèces notamment, c'est que on a cette distribution qui est extrêmement large sur le spectre de proportion fibre type 2, fibre type 1. Chez d'autres espèces, c'est très uniforme. Hein. C'est soit d'un côté, soit de l'autre, ou quelque part entre les deux. Nous, c'est vraiment partout. Donc, on a vraiment des gens qui sont typés comme ça et d'autres qui sont typés comme ça. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas l'influencer grandement. Tu peux avoir des fibres rapides qui ensuite vont se transformer, entre guillemets, en fibres lentes. D'après ce que je comprends, ce n'est pas la fibre qui se transforme, c'est le motoneurone qui change, dans le sens où c'est le motoneurone qui détermine le type de fibre. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas tes fibres rapides, par exemple pour quelqu'un de sédentaire et d'un âge avancé, on ne les encourage pas à faire du renforcement, à faire des sprints sur le vélo. Ils n'ont pas besoin de faire 30 secondes. Ok. Juste même 4 secondes, 8 secondes,
ça suffit pour activer vraiment cette propriété neuromusculaire et ce recrutement d'un maximum de fibres. Bah, si on ne le fait pas, le corps, il est intelligent, le corps, il utilise ce que tu utilises, il se débarrasse du reste, donc il va dire ces fibres de type 2 qui nous coûtent beaucoup, ça ne sert à rien, donc on va les réallouer et les transformer en fibres de type 1 pour que ça nous coûte moins cher, et du coup, tu es lent, et quand tu dois te rattraper d'une chute, ben, tu ne peux plus le faire. C'est un petit peu le truc. Donc, ouais, s'il te plaît. Et notre modification, dans la chaîne de myosine, on peut rendre plus lourde ou plus légère la chaîne de myosine. Donc, du coup, ça augmente la quantité de protéines contractées du muscle, donc ça augmente le volume. C'est pour ça que les fibres lentes sont plus petites que les fibres rapides. Et, euh, et ça, on peut le modifier. Par contre, c'est très facile de le faire dans le sens descendant, donc de passer d'une plus grosse fibre à une plus petite fibre. Mais c'est pas aussi facile de le faire dans l'autre sens parce que c'est contre-naturel. Quand on est, on a une proportion de fibres rapides beaucoup plus importante que quand on meurt. Donc c'est plus difficile d'aller dans le sens de la nature. Vous avez compris ce que je veux dire? Ouais. C'est très clair. Et autre point, on ne peut pas avoir au sein d'une même unité motrice deux types de fibres. Ce qui fait que quand vous avez une fibre qui, entre guillemets, deviendrait rapide, il faut qu'elle soit dans son propre pack. Elle ne peut pas être dans un pack avec des fibres lentes. C'est pour ça que c'est automatiquement le motoneurone qui doit changer. Ouais, c'est le motoneurone qui détermine quel va être le type de fibre. En gros, le motoneurone rapide va avoir des fibres rapides, le motoneurone lent va avoir des fibres lentes. C'est ça. Faire simple. Quels sont les facteurs de performance en endurance? On en a vu quelques-uns aujourd'hui. On ne les a pas cités en tant que tels. Alors, ce sera de toute façon soit des watts, soit de la vitesse. Ça, on est d'accord. Mais après, quel paramètre, quel point on peut mesurer sur ce spectre? Un facteur de performance en endurance, c'est la capacité mitochondriale. Combien tu as de mitochondries, qui va grandement déterminer ta tolérance de charge, ta capacité de travail, qui ensuite influe les performances. On sait que la capacité de travail et le volume d'entraînement total, c'est un paramètre de performance du biathlon à l'haltérophilie. OK? Combien de travail tu fais et combien tu peux en récupérer, c'est un gros paramètre de performance. Dans le cadre de l'endurance, ce seuil 1 qui est représenté, enfin, cette capacité mitochondriale qui est représentée, si on veut, par ce seuil 1, OK? C'est un des facteurs de performance. L'autre facteur de performance, c'est ta capacité d'apport maximal de l'oxygène, qui est illustré par ce seuil 2. L'économie, combien te coûte le mouvement? C'est pour ça que Paula Radcliffe, par exemple, une coureuse, une marathonienne, une des meilleures de l'histoire, sa VO2 max a baissé progressivement au fil de sa carrière. Par contre, son économie de course a augmenté progressivement et ses performances ont augmenté également. Parce que pour un marathon, la VO2 max, qui est donc ici, hein, ce n'est pas un facteur déterminant de la performance. Par contre, combien te coûte ton mouvement de course et à quel point tu peux être économe par rapport à l'oxygène que tu consommes, ça, c'est un facteur très important. Plus la distance devient importante, plus l'économie devient un paramètre important. Et finalement, on a la VO2, la consommation d'oxygène, au seuil 2. Pourquoi le seuil 2? On se rappelle, c'est là où on peut garder l'équilibre interne. Donc, à VO2 max égale, prenons deux athlètes qui ont une VO2 max de 70 ml par kilo par minute. Si moi, je peux tenir peut-être 80% de cette VO2 max au seuil 2, ça veut dire en état interne stable, bah, je peux tenir ça pendant des périodes prolongées. Si celui à côté de moi, il a la même VO2 max, mais il peut tenir ça à 90%, bah, il va me battre. Parce qu'il peut tenir un rythme de travail en maintenant l'équilibre interne au seuil 2 plus longtemps. Et surtout à une intensité plus haute. Ça, c'est un paramètre de performance important. Et pour faire très simple, il y a, une fois que tu arrives au top niveau, tu as une interaction entre le compte épargne énergétique que tu retrouves à haute intensité et ce pourcentage, on appelle ça la fraction d'utilisation de la VO2. Donc la VO2 que tu peux tenir au seuil 2, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux maximiser les deux jusqu'à un point, mais quand tu es au niveau élite, après, tu dois choisir. C'est soit tu deviens plus puissant sur des efforts plus courts, soit tu deviens plus économe sur des efforts plus longs, mais à un moment donné, tu ne peux plus maximiser les deux. Il faut choisir entre les deux. Ce que tu gagnes en puissance ici, tu vas le perdre et vice-versa. Donc ça, c'est pour l'endurance. Facteur de performance en sprint, à votre avis. Proportion de fibres de type 2, c'est un des facteurs de performance. Hein. Donc il y a des gens qui sont nés sprinteurs, d'autres pas. Et oui, est-ce que tu peux te développer en tant que sprinter sans être né comme ça? Jusqu'à un certain point, oui. Mais à un moment donné, quand tu es contre un gars ou une nana qui a 10%, 20%, 30% de fibres rapides de plus que toi, tu n'as juste pas l'infrastructure. Le volume musculaire, ce qui est intéressant, parce que c'est tout lié là en fait. Hein. Fibre de type 2, comme il l'a dit avant, on a des fibres qui sont beaucoup plus grosses, entre guillemets. Volume musculaire,
Capacité glycolytique, on sait aussi que les fibres de type 2 ont une capacité glycolytique beaucoup plus importante que les fibres de type 1, de par leur stock de glycogène, de par leur profil enzymatique aussi. Ils ont les enzymes pour casser les sucres. Et ça, c'est les facteurs de performance en sprint. RSA, Repeat Sprint Ability, la capacité à répéter des sprints. Pour toi, ça. Pour vous. Quels sont les facteurs de performance pour être capable de répéter des sprints à haute vitesse ou à haute intensité? Deux facteurs. Vitesse max ou puissance max. Hein? Donc, le tout en haut de ton tableau. Ce que certains ont vu aujourd'hui sur les 10 secondes à bloc, le chiffre, le plus haut chiffre que tu as vu, c'est ta puissance max. OK? Tu as beau répéter un sprint, si tu es à 50% de ce que les autres font, bah, tu ne vas pas aller très très loin. Donc, bien sûr, il faut d'abord courir vite ou pouvoir pousser très très fort pour pouvoir répéter des sprints. Et quel est le deuxième paramètre indispensable pour pouvoir répéter des sprints? Oui, qui est exemplifié ou illustré par quel paramètre on a vu aujourd'hui? Quel élément sur ce spectre on a vu est déterminant de la capacité d'apport d'oxygène? Le deuxième seuil. Et transition, travail moyenne intensité, haute intensité. Pourquoi? Ben, tu fais un sprint pour resynthétiser la PCR et tout ce qui va avec. On a vu que pour resynthétiser ça, il faut de l'oxygène. Plus tu peux apporter rapidement de l'oxygène, plus tu peux régénérer cette réserve énergétique, plus rapidement et mieux tu pourras répéter le prochain sprint. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en sport co, on passe son temps à se tuer ici parce qu'on dit, ouais, mais tu regardes la fréquence cardiaque, c'est là que se passe le match. Ben non, le match, il se passe là et là, là et là, là et là. Sprint, récupère, sprint, récupère, sprint, récupère. Alors, au lieu d'essayer de faire la même chose qu'on fait en match, qui est d'ailleurs la pire manière de faire de la préparation physique, c'est de dire on va faire exactement comme ils font dans le sport. Ben non, fais-leur faire leur sport et développe un athlète à côté qui soit complet pour venir compléter ce sport, pour pouvoir performer dans le sport. Hein? En tant que préparateur physique, on veut créer des généralistes qui vont ensuite pouvoir se spécialiser pour devenir bons dans leur sport. On ne veut pas continuer à rendre les spécialistes de plus en plus déficients dans tout ce dont ils ont besoin pour être de bons athlètes et pour avoir une bonne longévité dans leur sport. Donc, pour les sports co, travaillez là. Parce qu'on veut pousser ce seuil 2, on veut le rendre le plus haut possible pour que chaque sprint nous coûte moins et pour qu'après chaque sprint, on puisse rapidement récupérer pour repartir pour le prochain. Donc, zone 3, zone 4, pour les sports co, c'est de la dynamite. OK? C'est très, très peu utilisé parce que ça prend du temps et parce que ça ne ressemble pas au sport. Mais je peux vous garantir que ça fonctionne très, très bien.